Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir pour une seconde fois sur MMA Fightness, Monsieur Fernand Lopez. Merci à toi Fernand d'avoir accepté notre petite invitation. Salut Guillaume, un plaisir. Euh, c'est, euh, Ça fait toujours un plaisir vous faites un bon boulot de développement du MMA, de la pratique de la masse. Le fait de divulguer, d'interviewer beaucoup de gens, de parler du MMA, c'est quelque chose de bien. Ça développe et ça aide le processus du MMA. C'est bien. Merci. Merci à toi. Alors, le week-end dernier, il s'est passé quelque chose de fabuleux pour le MMA français. Tu as emmené Cyril Gane chercher la ceinture intérim des poids lourds de l'UFC. Donc déjà, tu avais déjà emmené Francis Ngannou une première fois à la ceinture. Certes, ça n'avait pas marché, mais tu as quand même réussi, en partant de zéro, avec deux athlètes, les emmener à la ceinture. Comment ça se fait? C'est quoi la méthode Lopez? Euh, la méthode Lopez, c'est la méthode non Lopez. En gros, non, la méthode Lopez, c'est de ne pas s'appuyer sur Lopez, mais de s'appuyer sur beaucoup de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Le MMA Factory a la chance d'être bien entouré. On a réussi à faire un bout de chemin correct jusqu'ici parce qu'on est bien entouré. Et attention, pas simplement avec les deux personnes dont tu as parlé, Cyril Gann euh, et Francis. Je suis persuadé que même si ce sont ceux qui ont percé le plus et qui sont arrivés au plus haut point, je suis persuadé que ça fait quelques années déjà que mon équipe et moi, ceux qui travaillent avec moi, m'aident à développer le MMA français. C'est-à-dire que si on remonte très loin en arrière, on va voir que à l'époque, quand Stéphane Choufrouillet H organisait la première Supreme League, qui était la compétition de tous les clubs et tout. On s'appelait à l'époque CrossFight, même pas MMA Factory. On avait déjà une bonne palette on avait des très bons combattants qui allaient participer à ces compétitions-là. Je pense à l'époque à Norman Parisi, à Sedina Sek, à Yuri, à Taylor, à Michael Lebou. C'était la ancienne Puis époque. voilà, ça c'était une époque où on a développé le MMA français, puisque de ces personnes-là, certains ont percé. Michael Lebou est allé jusqu'à signer à l'UFC. Taylor Lapillus a signé à l'UFC. C'était des personnes qui partaient de zéro et qui sont arrivées quand même à ces niveaux. On a eu à un moment donné le retour de Karl Amoussou qui revenait des États-Unis de l'ATT. Et avec lui, on a fait une série de 8 victoires consécutives avec la ceinture du Cage Warrior. Derrière, on a eu une série de vraiment Anthony Dizzy, très bon. Enfin, puis là, je pense avec Benjamin Safati, ils ont écumé l'Europe, quoi. Anthony Dizzy, je pense qu'il a eu 3 ceintures avec le MMA Factory. Donc, euh, effectivement, en général, on voit le fer de lance, on met plus en avant ce qui est la vitrine, qui a été dans un premier temps Francis Ngannou parce que bah, c'est la catégorie REM et puis au-delà de ça, c'est le plus haut niveau qu'on puisse avoir, la ceinture la plus convoitée au monde. Et puis derrière, c'est Reagan. Mais je continue à penser que le développement de la pratique, le développement du MMA en France ne commence pas sur l'UFC, ça commence sur cette petite compétition là où on amène des petits jeunes découvrir le MMA pour la première fois. Ce début où on voit, moi je me rappelle il y a encore quelques temps, Sami Fadine, on l'a mené sur Road to the Contender, donc la compétition avant le En Contender. Contender, ouais. Et puis finalement, le MMA Factory et le Management Factory ont réussi à l'amener jusqu'à avoir la ceinture du Cage Warrior. C'est toutes ces étapes mises, empilées les unes sur les autres qui font que on peut être fier de dire on fait avancer quand même le MMA français d'une manière à notre petit niveau, sans compter le côté événementiel de l'écosystème. En 2015, le premier événement des MMA avait lieu au cycle d'hiver dans le 11e arrondissement à Paris. Mes amis et moi, on s'était plié en cadre pour faire cet événement-là, où le MMA était encore soi-disant interdit, mais il n'était pas du tout interdit. On a réussi à faire l'événement sold out en moins de 2 jours.
Et la suite, on la connaît parce que du coup, il y a eu le secrétaire d'État, le secrétaire d'État au sport qui a pondu une loi qui a définitivement interdit le MMA. Et à la suite, il y a eu le lobby qui s'est mis derrière pour pouvoir chercher la légalisation du MMA. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, euh, il y a eu beaucoup de boulot de partout à travers la France, mais je suis content que l'écosystème sur lequel je travaillais ait pu mettre son grain de sable dessus et donner un coup de main au développement du MMA. Super, ouais. En plus, vous avez fait ça avec le CFMMA, je me rappelle. D'ailleurs, mon frère était venu vous voir. Il y avait un gros travail qui a été fait en amont et je pense que ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir faire avancer les choses. Absolument, absolument. D'ailleurs, je trouve ça dommage ces derniers temps que limite on a envie de dire c'était mieux avant avec quand il n'y avait pas encore l'encadrement du MMA parce qu'avant on avait ces compétitions amateurs là Mm. qui se passaient partout. Avant on participait au championnat du monde amateur. Avant on avait oui, au MMA Factory on a eu Yuri qui a eu la médaille, qui a Mhm. été champion du monde de MMA amateur. On a eu Ouais. Nicolas Holt qui a été Médaille d'argent, je crois. médaille d'argent au jeu. Voilà. Et puis au Bahreïn, on a eu deux médailles d'argent également. Euh, c'est tout ça qui, tu vois, c'est de l'amateur, mais c'est du haut niveau de Ouais, l'amateur. c'est Et du très haut niveau. Ouais. c'est en faisant tous ces petits trucs-là, toutes les équipes qui ont participé à ça, petit à petit, c'est comme ça qu'on construit le développement de la pratique de masques. C'est comme ça qu'on développe vraiment la base où on vulgarise l'OMMA, où l'OMMA devient mainstream. Ouais. Alors, je voudrais revenir un peu sur Cyril Gane et l'événement de ce week-end. Donc là, Cyril Gane vient de passer numéro 1 au classement, donc au classement des poids lourds. Ça veut dire qu'il est juste en dessous de Francis, qui est le champion en titre. Il est passé également 14e dans le classement pound for pound. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que coach, en tant que formateur dans la MMA, quand son élève il a atteint un tel palier? De la fierté. Je ressens beaucoup de fierté et puis je me sens béni en fait. Parce qu'en réalité, certes, il y a un boulot du staff qui est impressionnant au MMA Factory, mais il y a aussi la chance de croiser le chemin d'un génie, c'est un virtuose. Enfin, il y a encore 2 ans de ça, quand il a gagné la ceinture du TKO, et que j'étais dithyrambique sur lui en disant qu'il pourrait changer la face de l'histoire du sport de combat. On me prenait pour un guignol, quoi. Mhm. Mais aujourd'hui, ça me fait rigoler quand tu fais le tour des Mélambiques, c'est effrayant. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est unanime en mode oui, c'est vraiment un mec pas comme les autres, aucun poids lourd ne peut le comprendre, il est chaud, il est machin. Mais je le sentais il y a quelque temps déjà et non, j'ai la chance de l'avoir humainement parlant déjà, même pas sportivement, humainement parlant, côtoyer quelqu'un de cette dimension, c'est vraiment un leader. Un leader dans le bon sens. Le leader, c'est celui qui soutient. Enfin, pour moi, c'est un mec qui a les mots sont très forts, ce que je dis, mais c'est un mec qui a le potentiel de devenir une figure emblématique du sport mondial, quoi, du Mhm. sport de manière générale. Mondialement, il va impacter les gens parce qu'il a une philosophie de vie qui est extraordinaire, parce que enfin, si tu réussis à détester Cyril Gann, ça veut dire que même ton existence sur Terre, tu la détestes. Quoi. Mhm. Enfin, Mhm. c'est compliqué de pouvoir ne pas l'aimer ou quoi que ce soit. Et c'est très inspirant parce que même s'il y a le rapport entraîneur-entraîné, moi, en tant qu'entraîneur, je vois son style de vie et je m'en inspire. Il m'apporte beaucoup de paix, comment dire, De sérénité. de zénitude, voilà, de sérénité, voilà. On a vu une nouvelle approche avec Cyril Gane, toucher sans être touché, voilà, comme tu dis. Étant donné que toi-même, tu as entraîné Francis Ngannou, parce que
on s'attend tous maintenant au choc des titans Ngannou contre Gane. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir entraîné Francis, c'est un atout magistral pour prendre la ceinture? Euh, c'est certainement un atout. Magistral, je ne suis pas sûr, mais c'est certainement un atout. La méthode de toucher, ne pas être touché n'est pas une méthode étrangère à Francis, puisque Mhm. c'est la signature du MMA Factory. Que ce soit le haut niveau ou le bas niveau, on fait la même chose. On a connu des gars comme Arnold Kero qui a gagné, il a fait 8 combats, 8 victoires consécutives au MMA Factory avec touché sans être touché. Quoi. Il pouvait gagner un combat avec un jab. Juste, il te plaçait le jab jusqu'à ce que tu n'en puisses plus gagner le combat, mais il était intouchable. C'est une méthode c'est vraiment la signature du MMA Factory, le management de la distance qui sépare, l'interdistance qui sépare les deux athlètes. On le fait bien. Je pense que même si Cyril excelle dessus parce qu'il y a des formes de déplacement que Francis ne maîtrise pas, il est plus sur du classique, du déplacement antéro-postérieur. Je me déplace vers l'avant et je vais vers l'arrière. Mhm. Cyril complexifie un peu la tâche et il a masterisé ce que je lui ai apporté comme déplacement en Z, comme déplacement latéraux, comme pivot, comme feinte de déplacement, comme ce qu'on appelle le skipping, de latéraliser les deux jambes et de pouvoir donner une feinte de direction pour que l'adversaire ne puisse pas savoir où on va aller. Il a un langage corporel qui est différent dans ses feintes, dans ses changements de direction, son footwork. On insère dessus un apprentissage de langage corporel qui est trompeur. Il va bouger une partie de son corps, les épaules, la ceinture scapulaire, le bassin, la ceinture pelvienne. Il va faire des feintes et donner l'impression qu'il va frapper. Ça lui permet de changer de direction sans que tu le perçoives et qu'il se mette dans un angle mort. Mais cependant, la nature de toucher ne pas être touché, enfin, Francis l'a vécu correctement. Donc, c'est un match assez équilibré dans le sens où l'équipe de Francis est une très bonne équipe, extrême couture. Eric Nixit, son entraîneur, c'est un excellent entraîneur. Je pense qu'il va se pencher dessus. Comme moi, je suis déjà penché sur la stratégie pour le combat. Je pense que lui, il est penché dessus. Alors, pour dire vrai, je suis penché sur la stratégie du combat contre Francis depuis 2018. Je savais déjà qu'ils vont s'affronter. Donc, C'est le combat le plus dur, non? non. Pour toi, ce serait quoi le combat le plus dur? Le combat de Volkov a été le combat le plus dur. Parce que Volkov, il fallait prendre des coups. Il n'y avait pas de choix que de prendre des coups. Il y avait une allonge considérable. Pour pouvoir toucher, il fallait prendre des coups. Le combat contre Francis, pas besoin de prendre des coups. Même si Cyril, vous avez vu qu'il est capable de mettre une espèce de casque sur sa tête et faire la guerre. On l'avait déjà Ouais, fait sur la ceinture du TKO. Quand il avait défendu contre Dan Daeshka. Il a cette méthode où on monte très haut les coudes qu'on appelle la monkey guard. Il a cette méthode-là où il est très efficace à monter la garde et rentrer sa tête dans le coude et tout pour se protéger. Et donc, du coup, ça lui permet au bout d'un moment, il n'en a rien à cirer de ce que l'autre fait en face. Il peut la monter et puis envoyer et recevoir. Mais très clairement, autant sur le combat de, de, de Volkov, j'avais fait le game plan, j'avais marqué dessus en noir et blanc sur le PDF. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Pour gagner ce combat, tu vas prendre des coups. La mauvaise nouvelle, c'est ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes de pas le battre finalement, et dans le cas de Cyril contre Francis, il n'y a pas de nécessité de prendre des coups. Même si, encore une fois de plus, les gens abusent sur la capacité de knockout de Francis. Quand vous regardez le combat de Stipe 1, vous voyez bien qu'il y a des coups qui sont passés et Stipe n'est pas tombé. Quand vous voyez des échanges, il y a certains échanges qui sont passés sur certains adversaires et c'est pas tombé forcément. Ça dépend de comment l'adversaire prend le coup. Est-ce qu'il le prend plein pot? Est-ce qu'il accompagne le coup pendant qu'il le prend? On sait que Cyril a la capacité de prendre peu de coups. Il dévie beaucoup les coups. Donc, je pense que c'est un match très équilibré dans le sens où moi, je connais parfaitement Francis mieux que personne ne le connaît, mais Francis me connaît aussi.
Francis connaît aussi Cyril. Cyril et donc ouais, ça va être un match intéressant, un match très difficile, un match intéressant. À Ouais. l'heure où on parle, on a déjà fait le planning avec son préparateur physique, Ryan Mhm. Gillet, on a déjà planifié sur la prise là, on est sur un cycle de développement de force avec une légère prise de masse. Le visage de Cyril est très trompeur. Quand vous le voyez physiquement, vous lui donnez 95 kilos. Vous le Mhm. voyez comme un poids léger parce qu'il a un visage de bébé. Ouais, Là, il a combattu contre Derrick Lewis. Derrick Lewis avait 120 kilos et lui, il en avait 9 kilos de plus que lui. d'accord. Mais quand ils se sont croisés, quand ils se sont touchés en clinch, vous n'avez pas vu un déficit de force. Vous avez bien vu que Cyril maîtrisait la situation et qu'il le retournait quand il voulait, qu'il le gérait en lutte. Il n'y a pas un déficit de force quand la personne elle est assez technique, mais surtout, il est très trompeur. Cyril est extrêmement fort. Faut s'y frotter pour se rendre compte, sinon on ne s'en rend pas compte. Ouais. Après, j'imagine que pour toi, ce combat Francis Ngannou contre Cyril Gane, c'est un combat qui va même au-delà du côté sportif, parce que c'est vraiment deux athlètes que tu as travaillé. Hum, Est-ce que pour toi, ce combat il est vraiment plus important que d'autres, sans parler du titre? Euh, Très sincèrement, je pense qu'au moment où il y aura ce combat, il y a au fond de moi l'ego qui a envie de dire, bah, tiens, j'avais raison. Quand je me raisonne et qu'il y a du réflexif dans ce que je dis, je n'ai pas envie de. Enfin, c'est un combat, c'est le titre indisputé du monde. En fait, c'est le titre où tu vas confirmer que tu es le mec le plus fort du monde. Point barre. Et donc, ça aurait pu être John Jones en face, ça aurait pu être CP en face, ça aurait pu être Curtis Blade en face, que ce serait quasiment la même chose. Sauf que euh, l'importance de ce combat revêt quelque chose de, encore une fois, de plus de fierté. Voilà, donc je pense que c'est pas un combat, c'est un combat comme un autre, mais cependant, le fait qu'il y ait deux personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui sont nées martialement parlant dans ma salle de sport, euh, euh, ça apporte une certaine fierté. Comme je disais encore que en France, on a souvent tendance à sous-estimer le niveau français et moi, ça m'apporte c'est un vecteur de communication pour envoyer le message aux Français en disant qu'on a un très bon niveau et qu'on n'a pas besoin d'être timide à aller tutoyer les têtes d'affiche. Aujourd'hui, c'est comme si on allait aux Jeux Olympiques et puis on a deux athlètes qui sont du même club qui vont s'affronter pour la médaille d'or. C'est exceptionnel. Mhm. Aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a vraiment Allô, une allô, grosse allô, allô. ascension autour du MMA. On voit qu'il y a de plus en plus de grands talents qui émergent. Comment ça se fait, selon toi? Je pense que c'est de l'ordre de la croyance. Je pense qu'il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui a été insufflé en mode c'est possible. Et c'est possible, il ne faut pas être timide. Manon Fiorot, elle n'a pas à être timide pour aller tutoyer le haut niveau et aller tutoyer le top 10. Il ne faut pas être timide, il faut y aller. Je pense que oui, c'est ça. Euh, il ne faut pas un pharisien, il ne faut pas qu'il hésite à aller affronter des mecs bien classé parce qu'on a un bon niveau, mine de rien, en France et on le sous-estime beaucoup. Donc, moi, je suis content qu'il y ait cet éveil-là. C'est une espèce d'éveil qui arrive comme ça et qui motive un peu plus les gens. Et je pense que ça fait boule de neige parce que du coup, ça motive les gens, ça motive Cyril. Cyril lui fait une belle performance. Ensuite, ça va motiver quelqu'un d'autre d'une autre team. Et puis, ça va faire une belle performance. Ça va motiver. Ça fait boule de neige et c'est bien qu'on se motive comme ça. Du coup, le niveau français, il monte. D'accord. Maintenant, juste une dernière question. Alors, selon toi, euh, Ah là, c'est amusant. selon toi, la prochaine pépite française à entrer à l'UFC et la prochaine pépite du Factory à entrer à l'UFC?
C'est difficile à dire ça. Je pense que c'est vraiment difficile. Ça ne dépend pas ni de l'athlète, ni de moi. Ça dépend plutôt du matchmaking de l'UFC. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, dans les discussions avec l'UFC, la personne qui est la plus avancée dans les discussions, c'est probablement Taylor Lapillus, puisque c'était l'UFC a demandé que son visa soit activé. Donc, je pense qu'on n'est pas loin Un de la retour de réalité avec Taylor. lui. Voilà, mais ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont le potentiel de pouvoir intégrer l'UFC. Abdul est sur la liste d'attente pour entrer. Taylor Ok. est sur la liste d'attente pour entrer. Il y a qui d'autre? Il y a Yoshiki, c'est un Japonais qui combat au One FC. Le One FC lui a envoyé un contrat de 6 combats avec une augmentation de salaire. Avant de le signer, j'ai rechecké avec l'UFC et l'UFC m'a dit, écoute, il est possible qu'on le prenne puisque dans notre roster, il y a peu de Japonais, il est possible. Donne-moi encore quelques temps qu'on voit comment ça se dégage puisque le roster est plein. Euh, voilà concrètement les blagues sur lesquelles je pense que Dagui Mavov il n'est pas loin, mais encore faut-il qu'il reprenne la compétition. Donc, je pense que C'est Daguerre, s'il super la faisait semaine deux dernière. belles victoires, il pourrait prétendre, voilà, il pourrait prétendre à l'UFC, mais on n'en est pas encore là. Grosso modo, ouais, voilà ça. Mais encore une fois de plus, qui sera le premier qui fait un non, il n'y a pas, je me rappelle à l'époque. À l'époque, j'avais donné 2 noms à l'UFC, 2 noms au même moment à l'UFC, à 77 kilos, Michael Lebou et Karl Amoussou. Mhm. Karl Amoussou était classé, je ne sais pas moi, 70 places au-dessus de Michael Lebou. L'UFC a choisi Michael Lebou et n'a pas pris Karl Amoussou. Va savoir pourquoi, va comprendre J'ai l'algorithme. pris ça part, ouais. J'en sais rien. Mm. D'accord. Mais en tout cas, Fernand, c'était un grand plaisir de te recevoir sur MMA Fight Nights encore une fois. La porte, elle est toujours très grande ouverte pour toi. Tu es toujours le bienvenu. Ça fait vraiment plaisir. Et on te laisse le mot de la fin. Merci. Et tiens, avant de faire le mot de la fin, j'avais espoir aujourd'hui que je puisse, que ce soit ton frère qui soit là, Mhm. que je puisse parler avec ton frère et tout, parce que ça m'aurait bien arrangé de discuter avec lui. Je suis ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous faites et l'émergence qu'il y a sur votre manière de travailler et tout ça. Et j'étais assez bluffé, assez surpris par euh, l'intervention que vous avez fait récemment où il y avait des choses pas correctes dites D'accord? sur Alan Bodo et ça a été, je comptais, j'espérais que, enfin, je pensais que c'était ton frère qui allait parler dessus parce qu'il y a eu beaucoup de jugements sur Alan Bodo et il en prend pour son grade ces derniers temps. C'est très facile de piquer un mec qui est au sol et piquer, mais encore faut-il que ce soit justifié. Je sais pas sur quoi, que j'aurais bien aimé en fait. Il y a quelqu'un qui vient, qui me dit, écoute, je pense qu'il a un déficit de force. Chez les poids lourds, c'est beaucoup puissant, donc je pense qu'il y a un déficit de force. Je vais comprendre, mais dans le cas d'Alan, il n'y a pas eu de déficit de force. À un moment donné, le premier round, l'adversaire essaye d'amener Alan au sol. Alan le retourne, se retrouve à monter sur lui, lui met le grand impact, le maîtrise au sol. Physiquement, il le domine complètement. Si Alan n'est pas fait pour cette catégorie de poids, alors l'adversaire d'Alan n'est pas fait pour cette catégorie de poids. Du coup, je me dis, pourquoi faire un témoignage sur lequel ou bien une intervention qui n'est pas fondée. J'aurais bien voulu qu'ils me disent, à tel moment, on sent que physiquement, il ne suit pas, il est dominé physiquement. Donc, du coup, ma question, c'est de dire que à quel moment est-ce qu'on constate que Alan est dominé et qu'il n'a pas le niveau de poids lourd? Quand on regarde le combat d'Alan, on se rend rapidement compte que Alan domine son adversaire debout, que Alan le domine sur le premier round en lutte. Le gars vient chercher Alan pour la lutte, Alan le renverse. Et donc, du coup, je me dis, bon, si Alan a une telle domination, à quel moment est-ce qu'on dit qu'il devrait changer de catégorie? Pourquoi en parler? Et puis, il y a ton frère qui dit, bon, j'ai constaté qu'il y avait des erreurs. Quand on tourne le dos, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on perd le combat. Moi, je ne sais pas pourquoi il dit ça.
dans le sens où si les gens suivent un peu la carrière d'Alan et qui vont regarder son dernier combat qu'il a fait au TKO, il passe son temps à tourner le dos, il tourne le dos parce qu'il met des coups de coude. Son surnom est devenu Ziak parce qu'il tourne le dos et qu'il met les coups de coude. Et c'est pas parce qu'il fuit le combat qu'il tourne le dos dans un premier temps. Il dit qu'il avait déjà fait ça, tourner le dos. Et donc voilà, juste vous dire que dans le cas d'Alan, par exemple, ce week-end, le week-end dernier, on a eu Derek Lewis qui se met en boule parce qu'il est débordé par Cyril Gane. Est-ce qu'on peut dire que Derrick Lewis n'a pas sa place à l'UFC? Je dis non. Non. Il s'est mis en boule, mais cependant, c'est un combattant de l'UFC. Il s'est mis en boule parce qu'il est débordé et ce n'est pas une bonne chose. Il a craqué par la douleur. Il a eu un jab comme Alan Baudot. Le jab lui a fait mal. Il s'est mis en boule, il a craqué. Le manager ou l'entraîneur de Derrick Lewis a le droit de lui dire, écoute, il faut qu'on fasse un effort, ta préparation mentale, mais il ne peut pas lui dire change de catégorie parce que tu es faible et que Cyril Gane est trop fort. Parce que en réalité, celui qui a plus de patates, c'est Derrick Lewis, et celui qui a moins de patates, c'est Cyril Gane. Et donc, la même chose s'applique pour Alan et je trouve que c'est facile d'aller taper sur Alan parce que, bon, il n'est pas bien connu, il a un petit palmarès et tout ça. Voilà. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous suivent. Merci pour le soutien. Et continuez à faire ce que vous faites. Merci. Un grand merci à toi, Fernand, et on se voit très bientôt. Merci.